consacré ce soir à la situation des femmes dans les sociétés révolutionnaires et post-révolutionnaires. Débat à l'occasion de la 3e conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée organisée à Paris. L'Union pour la Méditerranée qui ne veut pas seulement être une infrastructure d'échange, mais également une union des sociétés de valeurs, dont l'égalité entre les hommes et les femmes. On écoute tout de suite François Hollande. C'est l'engagement de la France d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des peuples riverains de la Méditerranée. Mieux prendre en compte les besoins dans les domaines de la formation, de l'éducation, du développement économique et social. Promouvoir des initiatives pour les femmes, pour la jeunesse et d'une manière générale pour les forces vives et leurs représentations, notamment les associations. Shahnaz Abdel Salem, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation des femmes en Égypte? Vous vous êtes débarrassé des islamistes, du président Morsi. Aujourd'hui, vous avez les généraux de nouveau au pouvoir, le général Al-Sisi. Alors, derrière, oui, mais pas vrai. Ouais. Oui, enfin, c'est quand même lui qui est au premier plan aujourd'hui en Égypte. Mais au moins, la première fois, un président civil. Il est derrière, il n'a pas pris président, le pouvoir. Il n'a pas été élu, hein, donc président civil. Il n'a pas été élu, mais les militaires, normalement, ils prennent le pouvoir, ils disent on est là, c'est nous les présidents. Aujourd'hui, en moins, on a un président. Quelle est aujourd'hui justement la situation des femmes en Égypte? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est rien n'a changé. Sauf que peut-être, par exemple, dans la Constitution ils sont en train de l'écrire, peut-être il n'y aura pas des articles qui sont vraiment directement contre les femmes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la même chose. Peut-être les lois, ils ne seront pas comme à l'époque Morsi, par exemple, qui voulait parfois faire sorte que l'excision, il sera dans des lois, il sera toléré et tout. Aujourd'hui, peut-être on n'aura pas ça, mais au niveau participation de la femme, c'est zéro. Les 50 personnes choisies pour écrire la Constitution, il n'y a que 3 femmes. Donc voilà, le gouvernement, on n'a que 2 femmes. Dans la participation de la femme, c'est zéro. Pour moi, il n'y a rien à changer. Mais au niveau peut-être de la Constitution, des lois peut-être qui sont plus tard, il y aura un changement. Mais j'espère on va travailler que ce ne sera pas un décor comme avant. Moubarak, il était là, il a fait des lois aussi avec sa femme. Avec sa femme, ouais. Suzanne, elle était toujours la plus grande féministe, mais c'est que de la décoration, c'était faux, c'était fake. La vérité, c'est que les femmes égyptiennes, elles étaient battues, elles étaient harcelées, donc voilà, elles souffraient et elles n'étaient pas protégées. C'était que de la décoration pour l'Occident, c'est tout, quoi. Caroline Fourest, qu'est-ce que nous, Européens, on peut apporter à ces femmes, à ces Égyptiennes, à ces Tunisiennes, à ces Syriennes? À nous rien, elles se débrouillent magnifiquement toutes seules. C'est elles qui nous donnent des leçons. Enfin, moi, je travaille en solidarité avec, évidemment, je connais Shahnaz, je travaille en solidarité avec des Tunisiennes et avec des femmes du monde arabe en général. C'est elles qui nous donnent des leçons de courage, de résistance. Je veux dire, le courage qu'il faut pour être une féministe et aller manifester place Tahrir, c'est une immense leçon. Le courage qu'il faut, l'association des femmes démocrates en Tunisie qui fait depuis des années sous Ben Ali et aujourd'hui sous ce gouvernement un travail de résistance absolu parce qu'on peut pas tout mettre sur le dos des islamistes. Shahnaz l'a rappelé, l'excision en Égypte, ça existe depuis la nuit des temps, mais on parle de quasiment 90% des femmes égyptiennes qui le subissent. Oui, le harcèlement sexuel était un fléau qui existait sous Moubarak, et évidemment qui n'était pas combattu, que les traditions patriarcales arrangent autant les dictateurs que les islamistes. Peut-être que ce qui est juste encore un peu plus grave avec les islamistes, c'est que effectivement, ils sont prêts à transformer en plus dans les lois, dans la Constitution, dans les principes, cette inégalité. Il faut voir la résistance de la société civile tunisienne le 13 août de l'année dernière, quand ce gouvernement qui est aujourd'hui totalement illégitime, qui a dépassé sa date limite pour rendre la Constitution et qui se maintient au pouvoir de façon totalement illégitime, quand ce gouvernement, cette Assemblée constituante, a voulu remplacer le concept d'égalité homme-femme par le concept de complémentarité, ce qui est une notion évidemment tordue pour essayer de contourner la notion d'égalité. Mais la société civile tunisienne résiste, tient bon. Chaque fois qu'ils ont essayé de mettre des coups de boutoir dans les principes, ils sont descendus et ils tiennent encore aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ? Pour avoir enfin l'élection qu'ils attendent, qu'ils méritent et qui ne vient toujours pas. Après, il y a la situation des femmes en Syrie qui est encore totalement différente. Nous parlons d'un conflit, nous parlons d'une guerre absolument terrible qui est en train de se dérouler, où la situation des femmes, j'ai envie de dire, est presque
Bien sûr qu'elle est encore plus terrible que les hommes parce qu'on sait les armes de guerre, on sait que l'utilisation des viols systématiques qu'elles sont en train de subir. Mais entre des gens qui sont gazés au gaz sarin, hommes et femmes, il n'y a pas de différence en ce moment. On peut dire qu'il y a même une très grande égalité face à l'horreur de Bachar el-Assad. Par contre, plus la résistance djihadiste gagne du terrain sur la résistance démocrate et laïque que nous n'avons pas assez aidé à ses débuts, effectivement, plus les femmes risquent d'être les victimes d'un changement de régime après. Sevizuli Aydin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on a effectivement profité de l'expérience des autres pays de printemps arabe, et avec ce qui se passe, nous nous sommes rendus compte très rapidement, les femmes syriennes, qu'ils essayent par tout moyen de nous évacuer et de prendre la place, je veux dire, les hommes dans la lutte et dans la révolution. Donc, ils veulent récupérer notre révolution. Et c'est pourquoi, par exemple, même les très peu des femmes qui ont été élues dans le conseil, dans la coalition syrienne, ont démissionné. Par exemple, Rima Frehan et d'autres. Et le 23 mai 2013, les femmes syriennes ont constitué au Caire une plateforme pour la défense des droits des femmes syriennes et ont constitué une organisation qui s'appelle Shams, le Soleil, et cette association, justement, revendique dès à présent l'inscription dans la future constitution syrienne de principe de l'égalité homme-femme. Ce n'est pas 10%. Ce n'est pas 11%, ce n'est pas 15%, ce n'est pas 20 ni 30%, c'est 50%. L'égalité, c'est ça. Et en plus, qu'il y ait dès maintenant des perspectives de garantir cette égalité dans toutes les lois et que les lois garantissent par des moyens de coercition, des véritables moyens de coercition, l'application de cette égalité hommes-femmes. Donc, si les femmes... Ça, c'est dans un monde idéal quand même. Faut-il encore savoir qui sera au pouvoir à Damas si demain Bachar el-Assad tombe? Tout à fait, mais il faut qu'on commence. Ce que je voudrais dire, et ce qui est important, que dès à présent, les femmes syriennes ont pris connaissance de l'état des choses et ont réagi. Et j'espère que cette association... Il y a une dynamique, vous voilà, dites. tout à fait. Tout à fait. Moi, je voulais juste... Il y a quelque chose qui me dérange. Les conditions de la femme, avec des degrés de différence, sont encore médiocres partout dans le monde. Il ne faut pas oublier que la première cause de mortalité de la femme jeune, c'est la violence conjugale encore en Europe. Et en France aussi, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme. Tout à fait. En France. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 28% d'inégalité de salaire entre hommes-femmes dans le secteur privé. Moi, ce discours, que peut-on, nous qui ont tout réglé les problèmes de femmes chez nous, comment on peut aider les autres à mieux s'améliorer et leur apporter des solutions? C'est un échange. Voilà. C'est un échange, ça va dans les deux sens. Je veux qu'on évite les clichés, je veux qu'on évite cette guerre. Elle est assez chez les politiques, elle est assez donc, chez les uns et les autres. Nous, les femmes, au moins, si on doit réussir quelque chose, c'est cette synergie, c'est cette aide, si cet échange entre nous, entre nos expériences, entre nos souffrances, entre nos rêves, les partager ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes qui existent et qui sont réels, autant dans le monde développé économiquement que dans le monde qui est en train de faire ses premiers pas sur la voie de la démocratie, au lieu d'avoir des clichés près, au lieu de critiquer, au lieu de semer cette ambiance-là qui n'est pas bonne, qui n'aide pas à relever ce processus-là et à l'accélérer. Je veux qu'au moins nous femmes, on sort de ce combat entre politique et politiciens, qu'on s'entraide entre nous pour qu'ensemble, on arrive à un avenir meilleur pour la femme partout dans le monde, parce qu'elle en a besoin. Mais pardon, ce discours « nous les femmes », il n'existe pas cette communauté de « nous les femmes ». Il y a une communauté de solidarité entre des féministes, hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes féministes dans le monde entier, sans frontières. Et puis il y a des femmes qui sont anti-féministes, il y a des femmes qui sont en train de se battre contre les droits des femmes, et notamment en Tunisie, et notamment avec ce gouvernement. Comment vous les classez? Qui vous a donné le droit de les classer? Et c'est une bataille idéologique, mais parce que c'est un débat d'idées, madame. Comment on peut classer les gens comme ça? C'est trop simple. Mais parce que c'est au regard de vos actes, c'est au regard de vos actes, et ça n'est pas qu'un combat, et ça n'est pas qu'un combat qui concerne les droits des femmes, mais ça n'est, attendez, ça n'est pas qu'un combat qui concerne les femmes, elle vous a écouté, c'est un combat qui concerne l'humanisme, et aujourd'hui il y a une guerre qui est menée contre les modernistes en général, féministes ou moins féministes, contre les modernistes en général. Il y a par exemple un jeune garçon qui s'appelle Jaber Mejri, qui est un blogueur, qui purge 7 ans de prison, en ce moment il purge 7 ans de prison pour des dessins sur internet sur Mahomet, et c'est ce gouvernement
qui laisse faire ce genre de choses, qui se prétend être des militants, des anciens militants des droits de l'homme qui ont bénéficié de l'asile politique en France quand ils étaient pourchassés par Ben Ali. C'est scandaleux qu'ils ne lèvent pas le petit doigt pour dénoncer leurs prisonniers politiques, ceux qui sont en ce moment dans leur geôle. Le féminisme, c'est un combat pour l'humanisme. Et aujourd'hui, ce sont les modernistes qui les portent, les modernistes en France, où il y a encore beaucoup de choses à faire, les modernistes aussi dans les pays arabes. Et il y a des antiféministes en France, et il y en a aussi en Tunisie. Ajouter une petite chose, même en Turquie, lorsqu'on parle de l'islam modéré, la ministre des Affaires des femmes, Fatma Chahine, c'est une femme. Et le ministère, ça s'appelait le ministère des Femmes et des Affaires sociales. Elle l'a changé pour faire ministère de la Famille et des Affaires sociales. Donc le mot femme déranger cette femme ministre, et jour après jour, on est en train même de tirer le tapis sous les pieds des femmes avec tous les acquis qu'ils ont obtenus en Turquie, qui est un pays laïque, le seul pays musulman laïque depuis 1923. Donc, il ne faut pas venir aujourd'hui nous dire qu'il y a l'islam modéré ou l'islam radical, et qu'au sein des pays où il y a les islamistes qui vont venir au pouvoir, les femmes vont obtenir exactement les mêmes droits. Ce n'est pas vrai. Pas, ça. Je ne crois absolument pas. Je constate seulement. Je ne dis pas qu'il faut évincer les islamistes. Je ne suis pas contre les islamistes, pas du tout. Mais moi, je voudrais qu'il y ait des garanties par la loi, des garanties par la Constitution, et que les femmes puissent vraiment accéder à des postes clés, à des postes de responsabilité. Comment ça se passe? Est-ce que sous Bachar el-Assad, la Syrie était quand même un État laïque? Alors, quelle était justement, parce qu'on n'en parle pas finalement beaucoup, quelle était la condition de la femme sous Bachar el-Assad? Eh bien justement, on essaye de faire croire que c'est un pays laïque, c'est exactement comme en Égypte. Oui. C'était de décor. Dans le ministère, le ministre de Bachar el-Assad, il n'y avait qu'une femme. Le ministre de la Culture, elle était là aussi pour décorer. Mais concrètement, c'est lui qui a tellement, pour avoir la tranquillité, je veux dire, favoriser les islamisations de la société syrienne, alors que la société syrienne, à la différence d'autres sociétés, par exemple la Tunisie ou l'Égypte, vous avez à peu près 15% de la composante de la société syrienne des chrétiens. Vous avez des alaouites qui sont des gens très ouverts. Vous avez les Kurdes, 15% des Kurdes qui sont très libéraux, sont laïcs, sont pour un État laïque en Syrie et sont pour l'inscription dans la constitution syrienne de l'égalité homme-femme. Donc ce n'est pas la même chose, mais malgré tout ça, Bachar el-Assad n'a jamais mené le combat pour les femmes. Les femmes n'avaient absolument pas le droit qu'il faut, ni de droit d'égalité, ni le droit d'être présentes dans les instances dirigeantes, dans les instances de l'État où les décisions sont prises, ni dans le Parlement syrien. Donc, ils ne sont pas, ces dictatures ne sont pas mieux que les islamistes. Et pourquoi vous voulez qu'absolument ça soit que les islamistes ou les dictatures? Mais parce que la troisième voie paraît très difficile en tout cas à trouver, on l'espère pour vous. Mais la troisième voie paraît difficile à trouver en tout cas. Si vous permettez. Nous revendiquons cette troisième voie. Il faut aussi dire qu'il faut aussi la rue. C'est important. La société égyptienne, par exemple, ils sont pas trop. Oui, on peut mettre une ministre ou quelqu'un pour écrire la constitution, une femme, mais la rue, il est pas en fait, il est pas là. Et en fait, ou c'est quelque chose qui le voit pas encore. Donc voilà, il faut des mouvements populaires. En Égypte, on a fait. Il y a une société civile maintenant qui commence quand même à se créer là en Égypte. Même les ONG, c'est un peu plus très écrivent des rapports ou c'est compliqué. Mais en Égypte, on a fait un mouvement populaire qui s'appelle Baheya. C'est un mouvement populaire des femmes, et c'est un mouvement pour faire des pressions, pour avoir acquis des droits, et on est tout le temps dans la rue. On a par exemple, en 2011, le 8 mars, on était battus dans la rue. En 2012, pareil. En 2013, on a fait une grande manifestation. Il y avait tout le monde, et c'était très bien. On n'a même pas eu d'agression. Mais est-ce que vous sentez que les femmes égyptiennes, parce que ce sont des petits mouvements finalement, l'Égypte c'est 85 millions d'habitants, sur la place Tahrir il y avait 1 million, 2 millions de personnes. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous représentez, que les femmes égyptiennes, ils sont sensibles ? Bien sûr, elles sont sensibles. Aujourd'hui, elles ont senti. Vous avez vu les photos. Elles ont senti qu'elles sont là. C'est leur pays. Elles sont des Égyptiennes. Elles vont se battre pour ces droits-là. Donc voilà. Et peut-être aujourd'hui, il y en a un mouvement populaire. Demain, peut-être on va faire un journal qui sera lu comme les plus grands journaux en Égypte. Je dois citer le nom de la femme qui a fait ce mouvement. Elle s'appelle Inès Mekawi aussi. C'est une féministe très bien. Elle travaille dans la rue et on va continuer à faire ça.
Siem Badi, vous n'avez pas l'impression, quand même, pour répondre à ce que disait Sévi Izouli, que vous faites partie du décorum en Tunisie, qu'on met une femme Moi, je voulais, pour donner l'impression que les femmes accèdent à des postes de responsabilité. Vous avez ce sentiment-là ou pas? J'ai ce sentiment-là. Ah, vous avez ce sentiment. En se retrouvant seule femme ministre après la Révolution et à la tête d'un ministère qui est ministère de la femme et de la famille, parce qu'on ne peut pas mettre un homme, sinon je pense qu'on aurait mis un homme tout simplement et on aurait eu un gouvernement exclusivement masculin. Bien sûr que je condamne haut et fort. Je tiens à dire que autant je condamne l'extrémisme religieux, l'intégrisme religieux, je dis qu'aujourd'hui il y a d'autres formes d'extrémisme et il y a d'autres formes d'intégrisme. Parce que quand on pense que seul nous on détient la vérité, toute la vérité, quand on donne des définitions toutes faites de l'émancipation, toutes faites de modernisme et c'est comme ça et pas autrement, et tout ce qui sort du lot n'est pas moderne, n'est pas émancipé et c'est comme ça. Non, il faut se dire qu'aujourd'hui on condamne toute forme d'intégrisme intellectuel et des choix toutes faites et de projeter sur d'autres sociétés, sur d'autres civilisations. Là vous attaquez Caroline Fourest. Non, pas du tout. C'est un discours récurrent au CPR. Non, mais c'est un discours qui est aussi celui de votre président de la République. Je réponds juste parce qu'en Tunisie, malheureusement, aujourd'hui, on est en train de vivre une initiation et une culture de démocratie qui est naissante en Tunisie, mais je dis que c'est dommage. C'est dommage. Autant à gauche qu'à droite. Mais défendez la liberté d'expression si vous êtes si pour le pluralisme, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison pour leur liberté d'expression. En Tunisie, aujourd'hui, autant à gauche qu'à droite, on n'a pas de vraie tradition de démocratie. Il y a d'exclusion des unes des autres. On est en train de se battre, justement. Non, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que ce clivage-là, c'est ce qui fait qu'on n'arrivera pas à bâtir ensemble une Tunisie. Les femmes politiques peuvent être aussi politiciennes que les hommes politiques, mais j'en ai toujours été persuadée. Le discours qui vient d'être tenu est le discours classique du Congrès pour la République qui renvoie dos à dos les intégristes laïques et les intégristes religieux, comme si en Tunisie aujourd'hui, il y avait aujourd'hui un problème d'intégrisme laïque et pas du tout un problème d'intégrisme religieux. Il faut bien comprendre que le combat pour les droits des femmes est indissociable d'un état civil. Parce que quand vous avez des gens qui sont persuadés que la religion est supérieure à la loi des hommes, eh bien pour eux la démocratie ne sera toujours qu'un moyen pour aller vers leur interprétation de la religion qui est supérieure, et ensuite ils suspendent la démocratie. C'est pour ça que les partis intégristes ne sont pas compatibles avec les démocraties, mais qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Un parti intégriste qui pense que la loi religieuse est supérieure à la loi des hommes ne sera jamais un vrai démocrate. Il n'utilisera la démocratie que pour aller vers plus de régression liberticide, et il trouvera toujours qu'un athée, une minorité religieuse, quelqu'un qui n'est pas de sa religion, quelqu'un qui n'a pas la même vision de la religion que lui, méritera quelque part qu'on restreinte sa liberté d'expression, et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des formes d'intégrisme. En Tunisie, on voit que ça, les religieux. Oui, c'est ça le problème. Il y a d'intégrisme. Quand on voit qu'autant à gauche qu'à droite, on ne fait pas un pas vers l'autre, on s'assoit ensemble, on part ensemble, on discute pas ensemble, on n'élabore pas des projets ensemble. Ça s'appelle la démocratie, le débat d'idées, Madame Badi. C'est ce que je dis, c'est l'initiation à la démocratie. On est en train de vivre. Il faut qu'ils aient tous la liberté d'expression. Oui, on est en train de vivre une phase historique. Mais moi, j'ai de l'espérance. J'espère que demain, on va voir les uns et les autres laisser nos différences, collaborer, travailler ensemble. Mais ça, c'est un long parcours. Ce n'est pas facile. Ça ne se fait pas de jour au lendemain, mais cette culture-là de démocratie, elle va venir en Tunisie. La confrontation culturelle, d'accord, mais on ne peut pas faire de l'exception culturelle un motif pour écarter certains droits universellement reconnus et qui sont applicables dans toutes les sociétés. Une femme française ou une femme syrienne ou tunisienne ou tchadienne, c'est une femme, c'est un être humain et elle a le droit à l'égalité. Donc ne venez pas aujourd'hui me dire au nom de l'exception culturelle, on va tolérer certaines choses ici ou certaines choses ici. Certes, on est pour le respect de spécificité dans une région déterminée, dans un pays déterminé, avec une religion déterminée. Mais il y a des valeurs universelle, voilà. Et l'égalité homme-femme fait partie de ces valeurs universelles. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Eve Izouli, pour les femmes syriennes, la première étape, ce sera déjà la paix. Et ensuite, le chemin sera évidemment encore long. Même chose pour la Tunisie et l'Égypte. Le chemin est encore très long à parcourir. Bon courage. Merci. Et pour les Européennes aussi, les Françaises aussi, parce qu'on l'a dit. Et il faut continuer. C'est les intégristes ici. Voilà. Et l'égalité des salaires aussi, parce qu'on n'y est pas. Les violences conjugales, on l'a dit. Une femme française qui meurt sous les coups d'un homme tous les 3 jours. Voilà, le chemin est long. Merci encore à toutes les quatre. Restez avec nous. Je vais rejoindre Karim Yayaoui. On va parler des réseaux sociaux. C'est un œil sur les médias. Bonsoir. Et on va commencer, bonsoir Karim, avec ce petit clip. Alors un petit clip qui est censé nous montrer à quel point la France va se relever, comment l'industrie française va se relever. Alors le gouvernement a identifié 34
axe très important, 10 années pour relancer l'industrie française et évidemment, pour accompagner ça, un petit clip. Le problème, c'est que ce clip est un petit peu en décalage par rapport à cette vision résolument tournée vers l'avenir. Beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les sites d'information critiquent cette mise en image, notamment ici sur le site du Plus, Bruno Roger Petit qui parle d'un clip ringard, daté, pompeux. Alors on y découvre Colbert, Pompidou, Marie Curie. Alors c'est vrai que ce sont des moments importants de l'histoire industrielle française, mais beaucoup soulignent qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus tourné vers l'avenir. Certains parlent d'une petite erreur de communication. En tout cas sur les réseaux sociaux, quelques tweets soulignent que ce n'est pas tout à fait réussi. Le clip industrie de l'Élysée fleure bon le patriotisme d'antan. Et puis cet autre tweet tout aussi critique de Jean-Baptiste qui écrit « Où sont les immigrés, les syndicats, que des mecs avec des perruques et des présidents de droite ». Un dessin paru dans un journal français qui irrite les Japonais et on les comprend parce que c'est pas de très très bon goût. Ce n'est pas forcément de très bon goût. On en parle sur notre site internet, sur le site de France 24, ce dessin du canard enchaîné qui ne passe pas. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. On y découvre deux sumo particulièrement maigrichons. Il y en a un qui a 3 bras et l'autre qui a 3 jambes. Évidemment, c'est une référence à Fukushima avec un Nelson Montfort. C'est sans doute lui, certains le reconnaîtront. Marvelous, grâce à Fukushima, le combat de sumo est devenu discipline olympique. Alors ça n'a pas du tout fait rire les autorités japonaises. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que c'était particulièrement douloureux pour les sinistrés de Fukushima. Et puis il y avait un autre dessin qui est aussi paru du côté du canard enchaîné d'un autre dessinateur. La piscine olympique est déjà construite et on voit des hommes avec des combinaisons et un compteur Gégère qui explique peut-être que cette année, il faudra réautoriser les combinaisons. Alors, sur les réseaux sociaux, beaucoup soulignent qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, mais en tout cas, les médias japonais, notamment ce journal Mainichi Shimbun, trouvent que c'est dramatique, ce n'est pas du tout de l'humour. Ce journal qui souligne que c'est encore une fois les Français, parce que l'année dernière, il y a à peu près un an, un présentateur d'une émission du service public, Laurent Ruquier, avait été rattrapé par la même polémique. Et il avait fait un petit montage avec le gardien de but de l'équipe japonaise qui avait 4 bras. Il avait arrêté beaucoup trop de buts au goût de Laurent Ruquier qui avait tout de même dû s'excuser à cause de cette histoire. Alors voilà, on prend très au sérieux ce qui se dit sur Fukushima, même si ça se dit du côté de la France, bien loin du Japon. Et hier, c'était l'anniversaire du président syrien, Bachar el-Assad. Alors, on a un petit peu parlé aujourd'hui. Et c'est un grand homme qui a salué, qui a souhaité bon anniversaire à un autre grand homme. C'est Kim Jong-un qui a souhaité un bon anniversaire à Bachar el-Assad. L'agence de presse coréenne a relayé ce petit message de sympathie. Alors, il lui souhaite la santé pour pouvoir continuer longtemps dans ses projets. Il parle de la solidarité du peuple nord-coréen et aussi éventuellement d'une coopération toujours plus forte. Alors les médias reviennent un petit peu là-dessus, notamment ce site internet qui s'arrête sur le fait que ce n'est pas la première fois. Le 5 septembre dernier, c'était Bachar el-Assad qui avait envoyé un petit mot doux à Kim Jong-un pour les 65 ans de la Corée du Nord. En avril, c'était Kim Jong-un qui avait envoyé un petit mot doux pour la fête nationale syrienne. Donc ce sont des relations plutôt étroites. Ce site internet Policy Mike s'arrête sur le parcours finalement assez similaire de deux hommes qui ne rêvaient pas forcément d'être dictateurs. Bachar el-Assad voulait être ophtalmo et puis le Kim Jong-un, lui, est arrivé au pouvoir parce qu'il a un frère qui préfère aller du côté du Japon pour aller faire des tours dans un parc d'attractions. Donc c'est presque par hasard qu'ils sont devenus dictateurs. Alors au-delà de cette histoire un petit peu commune, certains soulignent que les relations sont étroites et on soupçonne notamment des échanges d'armes chimiques. La Corée du Sud les a évoqués il n'y a pas si longtemps que ça. Et aux États-Unis, la passion des armes qui ne doit souffrir aucune discrimination. Aucune discrimination. C'est incroyable ça. C'est ce que nous raconte le site Big Brother qui reprend un article de la presse américaine. Eh bien, du côté de l'Iowa, les aveugles ont le droit de porter une arme. La loi le permet depuis 2011. Aucun shérif ne peut se permettre d'empêcher un non-voyant de porter une arme. Alors évidemment, ça inquiète beaucoup certains Américains. Au nom de
cette égalité absolue. Mais certains soulignent, un chroniqueur américain soulignait avec beaucoup d'humour, que finalement une arme c'est peut-être plus efficace pour se frayer un chemin lorsqu'on veut aller droit au but. Merci Karim, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h10 pour une semaine dans le monde. Très belle soirée, à demain, tout de suite le journal. Une semaine en France, le magazine de l'actualité politique, mais aussi économique, culturelle et sociale de l'Hexagone. Une semaine en France, tous les vendredis à 18h45, heure de Paris, sur France 24.